Salut à tous. Merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps pour suivre ce webinaire. Je remercie également toutes les personnes qui ont été spécialement invitées pour la deuxième partie de ce webinaire. Encore toutes mes excuses pour le retard. J'ai dû faire face à des complications de dernière minute, mais j'espère que cela ne va pas entacher le bon temps que nous allons passer ensemble. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais me rassurer que tout le monde m'entend bien. Ok, d'accord. Donc, si vous m'entendez, il y a un panel de conversation que vous pouvez ouvrir pour échanger avec moi. Donc, quel est l'ordre du jour? Quel est le programme de cet après-midi? Nous aurons en première partie une présentation de la gouvernance de l'Internet. Qu'est-ce que vous deviez retenir de manière très succincte? Quelles sont les notions clés essentielles de la gouvernance de l'Internet? Il faut dire que le sujet est assez vaste. On ne va pas s'étendre sur tous les aspects de la gouvernance de l'Internet, mais on parlera des notions essentielles que vous pouvez utiliser, dont vous avez besoin pour discuter sur la question. Et en deuxième partie, on fera un cas pratique. On a des membres, des acteurs de l'écosystème numérique ivoirien qui nous font le plaisir de participer à ce webinaire, qui simuleront avec nous un cas pratique de forum sur la gouvernance de l'Internet. C'est quoi un forum sur la gouvernance de l'Internet? On aura le temps de le savoir dans cette présentation que je vais vous faire. Donc, si la présentation du programme de cet après-midi est bon, nous allons passer à la première phase qui est la présentation. Donc, moi, j'aime beaucoup les présentations interactives. Donc, à certains moments, je serai amenée à vous poser des questions et j'aimerais que vous puissiez y répondre dans le chat. Ça fera comme une sorte de webinaire interactif. Donc, l'objet de ma présentation de cet après-midi est la gouvernance de l'Internet. Comprendre, s'impliquer et contribuer. Il faut dire que cette initiative est un programme de l'Internet Society qui vise à promouvoir les activités qu'elle parraine, qu'elle a sous sein. Donc, pour cette présentation, nous aurons 5 points fondamentaux. D'abord, présenter le contexte et la définition de la gouvernance de l'Internet. En deux, l'histoire de l'Internet, la notion de classification des questions, des politiques liées à l'Internet, les principes politiques de la gouvernance de l'Internet. Et en cinquième point, on parlera des acteurs multipartis prenants. Donc, d'emblée, nous allons parler de la définition et du contexte de la gouvernance de l'Internet. Alors, définir et situer le contexte de la gouvernance de l'Internet, bien sûr, aidera beaucoup d'entre nous à savoir de quoi est-ce que nous allons parler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit exercice avec vous. J'espère que tout le monde a son panel de discussion à sa portée. Alors, je vais poser une question qui a été l'objet d'un sondage que j'ai fait, un sondage anonyme. Alors, j'ai posé cette question à 60 personnes. Qu'est-ce que la gouvernance de l'Internet? Et je leur ai offert un panel de 3 questions. Trois réponses, pardon. La première réponse, c'est la gouvernance de l'Internet est une plateforme d'échange entre acteurs multiparties prenantes. 2, la gouvernance de l'Internet est un gouvernement qui gère l'attribution, qui gère l'Internet. Et en troisième position, aucune idée. Alors, chers participants, quelle est votre réponse? J'attends les réponses dans le panel, dans le chat. Le 1, le 2 ou le 3. D'accord. Gaëtien qui dit 2, Bazier dit 1. 1. Ah, il n'y a pas de 3, hein? D'accord. Ok, super. D'accord, on va découvrir ensemble les résultats. Ok, donc, voici les résultats du sondage. Haha, Liliane, t'es pas sérieuse. Voici les résultats du sondage. 10%
ont répondu que c'est un cadre d'échange entre acteurs multiparties prenantes. 10% ont répondu qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la gouvernance de l'Internet et 60% ont répondu que c'est un gouvernement qui gère Internet au plan mondial. Ah, d'accord. Vrai ou faux? On aura l'occasion de le comprendre tout à l'heure. Et d'abord, la gouvernance de l'Internet, c'est un groupe de mots. Gouvernance et Internet. Et il est important de dissocier ce groupe de mots et définir chaque partie. Et en parlant de gouvernance, qu'est-ce que la gouvernance? Dans le mot gouvernance, on entend gouverner, oui, mais ce n'est pas un gouvernement, non, c'est un ensemble de concepts représentant la manière dont un domaine d'activité est géré. Donc ici, gouvernance fait référence à la gestion. Et le mot Internet, oui, comme on le connaît, c'est un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux. Alors, gouvernance, c'est-à-dire gestion de ce réseau des réseaux. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que c'est la gouvernance de l'Internet est l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, procédures, de prise de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution de l'Internet. Il faut dire que cette définition a été rédigée et approuvée au processus de SMC, c'est-à-dire le Sommet mondial sur la société de l'information en 2005 à Tunis. C'est vrai que dans les débuts, cette définition n'a pas fait l'unanimité, mais c'est une définition qui a été approuvée finalement par toutes les parties prenantes. Et comme vous pouvez le voir dans cette définition, il y a certains points qui sont en gras et ce sont ces points-là qui feront l'objet de notre présentation de cet après-midi. Élaboration d'applications par des États, les secteurs privés, la société civile, des principes, des normes, des règles. On en saura davantage sur quels sont les impacts de ces différents mots, de ces différentes entités dans la modélisation de l'évolution de l'utilisation de l'Internet. Donc, avant de rentrer dans ce sujet, il est important d'abord de définir les aspects fondamentaux de la gouvernance de l'Internet. Et ce sont les ressources. Et le premier point d'abord, c'est la gestion de l'infrastructure technique. Quand on parle de ressources IP, adresse IPv4, IPv6, des noms de domaine .org, .ci, .gouv, les serveurs ASIN, les infrastructures et aussi l'aspect politique. Quand on parle de gestion de contenu, propriété intellectuelle et de cybersécurité. Et ce sont ces questions-là qui ont mené les acteurs à définir un cadre, à définir des procédures, des process pour mieux gérer l'Internet. Et quelles sont les bases de cette gouvernance? Quelles sont les bases de ce cadre d'échange? D'abord, tous les parties prenantes ont un objectif commun, c'est l'évolution de l'Internet. Deuxième point, la collaboration. Amener des personnes qui ne sont pas forcément du même groupe, des mêmes affiliations, quand on parle d'État, quand on parle de secteur privé, à travailler ensemble pour un objectif commun. C'est ça les bases de la gouvernance Internet. Diversité d'acteurs, comme je le disais, du secteur privé, des États, de la communauté académique qui se rejoignent dans un même espace pour discuter ensemble. Donc ici, les points importants qu'il faut comprendre dans la gouvernance de l'Internet, c'est la diversité. La diversité au point linguistique, la diversité culturelle, la diversité politique, la diversité d'opinions qui produit à la fin l'élaboration de principes et de procédures adoptables par tous. Donc déjà, par cette brève introduction, on voit déjà comment est-ce que les attentes de la gouvernance de l'Internet. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que l'Internet, à un moment donné, a été un sujet de gestion? Pourquoi est-ce qu'il a fallu gérer l'Internet à arriver à un certain moment? Pourquoi la gouvernance de l'Internet? Et pour comprendre cette problématique, on pourra faire un bond dans le passé et comprendre, voir un peu qu'est-ce qui, dans le passé, quelles ont été les actions
Quelles ont été les innovations qui ont eu lieu dans le passé, qui ont mené l'Internet aujourd'hui à être géré? Et pour la petite question, avant d'aborder, qui est-ce qui peut me donner l'ancêtre de l'Internet? Dans le chat? Eh bien, j'attends, hein. Ouyouyou. Ah, il y a Basile qui a répondu Abanet. Bon. Ah, voilà, c'est encore mieux. Super. Ah, Basile, il a plus un. Super, oui. L'ancêtre de l'Internet, l'ARPANET. L'ARPANET, qui est Advanced Research Project Agency Network, est un projet technologique qui a été mis en place en 1969 par la DARPA. La DARPA, c'est quoi? C'est cette agence départementale de la défense du gouvernement américain qui a jugé bon de mettre ce projet en place. Mais quelles étaient les motivations? Oui, le gouvernement américain. Non, le pronom de l'Internet, c'est l'ARPANET. Donc, quelles étaient les motivations de ce projet? Il faut dire que l'ARPANET est né en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'ex-URSS, coup de histoire terminale. On sait un peu comment les choses se sont passées, on ne va pas revenir sur ça, mais c'est un projet qui est né en pleine guerre froide et il y avait un besoin crucial d'avoir la primeur de l'information. La communication était vraiment un fondament dans cette guerre froide. Et les États-Unis cherchaient le moyen de, voilà, très bien, de connaître les bases militaires, oui, mais l'objectif, c'était que en le faisant, ils avaient la possibilité d'envoyer l'information à un autre site si un de leurs sites était détruit, ce qui n'était pas encore faisable. Et dans cette configuration, ils avaient tout le temps la possibilité d'être connectés. Mais ce schéma s'appuyait sur la communication téléphonique. Quand on parle de communication téléphonique, comment il s'appelle, de Graham Bell, dans ce temps-là, il fallait établir une liaison. Il faut dire que les communications fonctionnaient par circuit dédié. Il fallait d'abord que l'appel soit lancé, que le récepteur décroche, que voilà, il y avait tout ce process qui était très fastidieux. Et bien oui, s'il y avait l'initiative, la technologie ou le concept qui l'accompagnait ne donnait pas vraiment les résultats probants de cette initiative que la DARPA avait mise en place. Et il faut dire aussi que les volumes de transmission des données étaient vraiment très faibles. Et dans cette même période, la communauté académique a commencé à faire des recherches sur ce réseau, sur l'ARPANET. Et on a les 4 premières universités qui ont été connectées, l'université de Santa Barbara, l'université de Californie, Santa Barbara, Californie, oulala, j'ai oublié une, et l'Utah et Stanford. Merci. Donc, ces 4 universités déjà travaillaient sur l'interconnexion des sites. Elles ont été les sites cobayes, voilà, de la recherche académique. Et il y a eu maintenant ces 3 grandes révolutions de l'Internet. La première révolution, le concept de la commutation par paquet. Un vrai miracle. 3 scientifiques, 3 informaticiens dans 3 environnements différents qui ne travaillent pas en collaboration ont l'idée de ce concept de commutation par paquet. Alors, Leonard Kleinroth de l'Institut technologique de Massachusetts, en sa fin de thèse de doctorat, écrit une thèse sur la commutation par paquet. Et dans cette même période, également 2 scientifiques, l'un de la NLP en Angleterre, on appelle ça au Royaume-Uni, Daniel Davis également commence des travaux sur la commutation des paquets et des essais probants. Et de notre côté également, Paul Barham de la Rand Corporation aux États-Unis également commence des essais, des travaux sur le concept de commutation par paquet.
un même concept qui partage sa paternité avec 3 inventeurs, c'est quelque chose de merveilleux. Et ces 3 inventeurs ont tous le même concept, la même description du concept de commutation par paquet. Découper un message en plusieurs paquets, assigner une adresse de destination et envoyer ces paquets sur un média. Chaque paquet est libre d'emprunter le chemin qu'il veut. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que lorsqu'un paquet se heurte à un obstacle, il peut emprunter un autre chemin, ce qui n'était pas possible avec la commutation pacifique. Et il y a un élément important, un élément intelligent qui intervient maintenant dans les communications réseau. Ce sont les routeurs. Et c'est l'une des plus grandes révolutions de l'Internet qui a changé drastiquement l'ARPANET. Et ensuite, s'il vous plaît, merci de désactiver la vidéo pour économiser la bande. Un instant, s'il vous plaît. OK. Désolé. Donc, à la suite du concept de commutation par paquet, cette deuxième révolution qui est le protocole TCP/IP, Transfert Protocol Internet Protocol. Ce protocole standard ouvert, non propriétaire, qui a révolutionné l'ARPANET, qui est devenu l'Internet à partir de là. Alors, ce protocole décrit par Vinton Cerf et Robert Kahn, qui ont développé sa première description en 1973, la description bien sûr dans ce qu'on appelle des RFC, les Requests for Comment. Ce sont des documents techniques qui sont élaborés, supervisés par l'IETF, Internet Engineering Task Force. Et ces 2 scientifiques, ces 2 techniciens écrivent la première description du TCP/IP. Et 1975 marque l'année de l'invention, si vous voulez, de l'ARPANET qui devient officiellement l'Internet. Et cet Internet-là, oui, il y a la TCP/IP maintenant qui permet d'envoyer des données, d'interconnecter des réseaux, d'envoyer des données, quel que soit le média. Mais il y a aussi une 3e révolution qui vient bouleverser l'Internet, c'est le langage HTML. Excusez, bon, on parle d'histoire, donc les développeurs qui sont dans le webinaire, comprenez qu'il faut qu'on parle de l'histoire, sinon HTML, ce n'est plus un langage qui est utilisé, je sais, mais dans les années 90, c'est un langage qui vient révolutionner l'Internet. Et le protocole HTTP, ces inventions qui ont été mises en place par Tim Berners et Robert Caillot vont venir dans les années 90, vraiment révolutionner l'utilisation de l'Internet. Et vous pouvez voir sur l'écran, il y a un semblant de une image. Oui, cette image est le premier navigateur Internet graphique qui est né en 1993, Mosaic, et c'est ce navigateur-là qui a on peut dire, créé cette expansion de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et cette expansion a créé de nouveaux défis de l'Internet qui sont la commercialisation, des questions de commercialisation, puisque plusieurs personnes aujourd'hui, à ce temps-là, voulaient maintenant bénéficier de l'Internet. Et la question de gestion de ressources, de nouveaux acteurs qui interviennent maintenant dans l'écosystème, tout cet environnement s'est créé. Et c'est ce qui a donné naissance aux questions traitées dans la gouvernance de l'Internet que nous avons aujourd'hui. Et la question primordiale de cette gouvernance, c'est la gestion des ressources Internet. Cette partie est très importante à comprendre parce que d'abord, c'est quoi les ressources Internet? Ce sont les adresses IP qui étaient les adresses IP, les noms de domaine, voilà, qui étaient attribués à tous
ces entités qui voulaient se connecter à ce réseau des réseaux. Et John Postel est ce premier opérateur de facto de l'IANA, qui est l'Internet Assignment Number, qui est l'autorité qui s'occupe de la gestion de ces ressources critiques d'Internet. Il faut dire qu'en ce temps-là, la gestion était vraiment informelle. La gestion de la délégation des domaines géographiques, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les CCTLD, était vraiment informelle. Comme vous le voyez sur cette image, il avait un grand tableau comme ça, oui, où il renseignait les CCTLD, il renseignait les informations critiques pour gérer de manière convenable les ressources Internet. Et il faut dire que cette gestion n'était pas optimale, comme on peut le constater, parce qu'elle était vraiment informelle. Et il y a une initiative de Paul Mokapetri qui développe en 1983 voilà, le grand sauveur qui est le DNS, le système de nom de domaine. Et ce système vient révolutionner la gestion des noms de domaine. Et il faut dire que cette gestion aussi ouvre encore la question de la monétisation des noms de domaine. Et on voit en 1992, en 1995, par exemple, la NFL qui donne l'autorisation à l'ANSSI, de gérer, excusez-moi, voilà, de faire payer les enregistrements de noms de domaine. Donc, on voit clairement ici la question de monétisation du DNS qui se pose, et cette vague de monétisation crée des questions, crée des inquiétudes, crée des disputes entre les concepteurs, la communauté technique, académique et tous les nouveaux acteurs maintenant qui commencent à interagir dans l'Internet. Et au sorti de toutes ces questions, au sorti de toutes ces séances de travail, en 1998, il y a la création de l'ICANN. Oui, c'est l'ICANN qui gère tout ce qui est ressources Internet, qu'il soit nom de domaine, qu'il soit adresse IP, numéro ASN, toutes ces ressources, tout cet environnement est géré par cette corporation. Et il faut dire que je n'ai pas l'année exacte en tête, si quelqu'un a l'année pourra m'aider dans le chat, mais les délégations faites à l'IANA ont été transférés à l'ICANN, finalement. Voilà, pour dire que il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est toutes ces questions, monétisation, gestion, appropriation d'Internet qui ont créé cet écosystème de gouvernance de l'Internet. Mais les questions de gouvernance de l'Internet également suscitent plusieurs autres thématiques. Et il est important de classer, de définir des domaines qui sont rattachés à la gouvernance de domaine et à la gouvernance d'Internet, excusez-moi. Donc, on parlera dans ce troisième point de classification. Alors, plusieurs organismes rattachés au processus du SMMC. SMMC, c'est le sommet mondial sur la société de l'information. C'est l'un des principaux processus qui traitait des questions liées à l'Internet. Alors, plusieurs initiatives, plusieurs groupes de travail, plusieurs organismes rattachés à ce processus ont essayé de définir, d'identifier des domaines connexes à la gouvernance de l'Internet. Et il y en a plusieurs, mais on parlera de certains. Et le premier dont nous allons parler, c'est le GTI, le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet. Alors, le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet a identifié 4 points ou 4 groupes clés de la question des politiques liées à la gouvernance de l'Internet. Et le premier point, c'est les infrastructures et la gestion. Et dans les infrastructures et la gestion, il s'agit de parler de tout ce qui est question d'administration du DNS, des adresses IP, des serveurs racines, des standards techniques, du peering, de l'interconnexion et des infrastructures de télécommunication. Dans le deuxième point, il s'agit de la sécurité de l'Internet et de tout ce qui est cybersécurité quand on parle d'utilisation de l'Internet.
Le troisième point, l'aspect départementaux qui parle de renforcement des capacités des pays en développement. Et le dernier point, des questions importantes pour l'Internet en parlant de propriété, de droits de propriété intellectuelle et de commerce international. Donc ici, on peut voir que le groupe de travail, l'AGPI a défini ces 4 domaines, ces 4 questions qu'elle pense liées à la gouvernance de l'Internet. Mais la Diplôme Foundation également a fait une classification des questions liées à la gouvernance de l'Internet, elle, en 5 domaines. 5 domaines identifiables par les infrastructures et les standards, l'aspect légal, l'aspect développement, l'aspect économique et l'aspect socio-culturel. Pourquoi 2 organismes rattachés au même processus ont des lectures différentes de la gouvernance de l'Internet? Parce que chacun est libre de classer les questions, les paniers, les questions qu'on a de la gouvernance de l'Internet selon son appréciation. Certaines personnes peuvent trouver que la sécurité mérite d'être une question sur la gouvernance de l'Internet, comme d'autres peuvent dire que oui, c'est vrai, mais les questions de sécurité peuvent être associées à la question légale. Alors, la classification n'est pas vraiment figée, elle est ouverte à tous. Mais parmi les processus de classification, parmi les processus développés par le SMC, il y a un des processus qui a vraiment donné des résultats assez probants, c'est le forum sur la gouvernance de l'Internet. C'est quoi le forum sur la gouvernance de l'Internet? Oui, c'est cette plateforme globale de dialogue sur les questions de la gouvernance de l'Internet entre les différents acteurs. Et quels sont les acteurs de l'Internet? Le forum sur la gouvernance a classé les acteurs de l'Internet en 5 groupes. Le premier groupe, c'est le gouvernement. Quand on parle de l'État, quand on parle du ministère, des ministères qui traitent des questions de l'Internet dans un pays. Le second point, le secteur privé. Le secteur privé ici qui peut être attribué, comment on appelle ça, à Orange, à MTN, à Move. La communauté technique, ici, on peut mettre ISOC dans la communauté technique. La communauté académique, quand on parle d'université, d'école, d'université de recherche académique sur la question, du domaine de recherche académique. Et le dernier point, la société civile. La société civile, c'est tous les utilisateurs lambda. Alors, le FGI a classé les acteurs en ces 5 entités qui sont pour eux indispensables, représentatifs dans tout dialogue autour de la gouvernance de l'Internet. Et il faut dire que les FGI, ce sont des plateformes d'échange annuelles qui sont régi par divers groupes de parties prenantes, comme on l'a vu. Mais il faut mettre aussi l'accent sur le fait que dans les FGI, tous les partis sont égaux. Tous les partis sont sur le même pied d'égalité quand il s'agit des questions sur les politiques publiques. Et c'est ouvert à tous, c'est-à-dire aujourd'hui, Valérie Bichala, il peut participer à un forum sur la gouvernance de l'Internet. Il n'a pas besoin d'être membre, il n'a pas besoin de droit d'adhésion ni de frais d'adhésion. Il est libre, il peut y assister, sauf qu'il a besoin juste d'avoir une information. Et les FGI sont répertoriés au plan national, au plan régional, au plan continental, au plan mondial. Et je pense que normalement, cette année, le FGI devrait avoir lieu en Pologne, à Katowice, si je ne me trompe pas. Mais pour des questions sanitaires, je ne pense pas que la réunion se fera. Peut-être qu'elle sera en ligne. Et ça, ce sera aussi pas la question du jour. Donc, on a pu voir ici qu'il y a différentes manières de classer les questions liées à la gouvernance de l'Internet. Et pour continuer dans cette volet, nous allons maintenant parler des principes politiques qui définissent la gouvernance de l'Internet. Et il faut dire d'abord, avant de parler de ces principes-là, l'Internet aujourd'hui occupe une grande partie dans nos activités quotidiennes. Quand il s'agit de paiement de factures, quand il s'agit d'achat en ligne. Oui, merci beaucoup, Mamadou. Donc, c'est ça, donc je ne me suis pas trompée. Quand il s'agit d'accès aux services gouvernementaux comme l'IGOUB, comme IDEMARCH, toutes ces applications
quand il s'agit de rester en contact avec mes amis qui sont au Cameroun ou au Bénin ou au Maroc, on a besoin de l'Internet. Et l'Internet occupe une grande place dans nos vies de tous les jours. Et cette place que l'Internet occupe au quotidien soulève une problématique. Quant à son utilisation, est-ce que son utilisation est alignée sur ses principes politiques? Et dans cette même problématique, nous pourrons également parler de la meilleure façon de développer les lois et les politiques rattachées à l'Internet. Et le premier principe, les principes politiques de l'Internet d'abord sont des principes architecturaux sur lesquels l'Internet est fondé. On dira les fondements de l'Internet. Le premier principe, l'Internet doit être ouvert. Quand on parle d'ouverture, on parle d'interopérabilité des réseaux, on parle de n'importe quel réseau indépendant qui peut se connecter à un autre réseau. On parle de logiciels à code source ouvert, on parle de TCP/IP, on parle de standards de protocole ouvert, mais aussi on parle d'accès à l'information. Selon l'article 19 de la Déclaration des droits universels la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Internet est un droit qui est pour tout être humain sur la Terre, mais c'est vrai qu'on nous verra dans la suite. Est-ce que ce droit est vraiment respecté? Question. Et le deuxième fondement, le deuxième principe de l'Internet, l'Internet est accessible. Et dans l'accessibilité, accessible à tous, on parle aussi de la couverture de l'Internet. C'est vrai que nous soulèverons la question dans la deuxième partie de ce webinaire, mais c'est un principe fondamental architectural de l'Internet. Et le dernier point, c'est le bout à bout. C'est-à-dire un utilisateur en Pologne peut joindre n'importe quel utilisateur en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que ce principe a été mis vraiment à rude preuve avec l'épuisement des adresses IPv4 qui a suscité l'utilisation de la NAT pour réduire l'utilisation des adresses IPv4. Mais il faut dire que la NAT, ce n'est pas quelque chose qui a favorisé l'innovation. Et c'est quelque chose qui allait à l'encontre des principes de conception des bases de l'Internet. C'est pourquoi l'IPv6 est venu régulariser ce dysfonctionnement qui se faisait sentir. Et aujourd'hui, petit à petit, les institutions, les continents, les pays commencent à migrer progressivement vers l'IPv6. Et en Afrique, c'est vrai qu'on a encore un bloc d'adresses IPv4, mais je pense que l'Afrique, c'est cet organisme qui accompagne les entreprises, les structures vers la migration vers IPv6. Ce renforcement des capacités pour s'approprier vraiment ce protocole afin que l'Internet respecte les trois principes fondamentaux de sa conception. Alors, quand on parle également de principes, on parle de droits humains. On a pu constater que l'Internet, avec bien sûr les réseaux sociaux qui sont les plus populaires, ont été des outils d'autonomisation, ont été des outils de liberté d'expression. Et la question encore des droits humains se pose quand il s'agit de respect de la vie privée, de surveillance, de prise de conscience. Mais ces questions-là de droits humains également ont suscité je pourrais dire des problèmes, des insuffisances ou des contradictions qui sont venues avec les censures, les restrictions à Internet. Et parce que l'Internet est cet outil-là qui aide vraiment à la liberté, à l'autonomisation, à la prise de parole, à la liberté de conscience. Il y a certains États qui souhaitent conserver cette stabilité dans des domaines précis qui ont jugé bon de ne pas ne pas donner ce droit-là à leurs habitants, à leur population d'accéder, de bénéficier de l'Internet. Et on peut voir sur le schéma qui est à l'écran, par exemple, que certains pays, par exemple, ont censuré, ont coupé l'Internet pour conserver la stabilité politique, pour imposer des valeurs sociales traditionnelles et pour maintenir la sécurité. Et vous voyez sur ce schéma qu'il y a des couleurs qui s'entremêlent. Par exemple, quand on prend la couleur marron, on voit que le Pakistan, par exemple, qui a subi à la fois une censure pour conserver la stabilité politique et une censure pour imposer des valeurs traditionnelles
sociales traditionnelles. Et il y a certains pays qui subissent une censure, une censure pour une raison, et il y a des pays qui subissent des censures pour les trois raisons. On parlera par exemple de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Érythrée, de l'Éthiopie. Il y a plusieurs pays. Et cette image, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce que les questions de droit d'accès, les principes de l'Internet ne sont pas respectés dans le monde. Et on pourrait également parler de ces principes qui ne sont pas respectés en évoquant le sujet des coupures d'Internet. Cela ne va pas faire l'objet de notre présentation, mais il est bon de mentionner ce phénomène qui devient assez fréquent en Afrique. Et vous pouvez voir sur la carte à l'écran que c'est une étude qui a été menée par Quentin Villehey de Jeune Afrique, du magazine Jeune Afrique, qui a fait des statistiques des coupures Internet de l'année 2019 de tous les pays qui ont fait des coupures, qui ont eu à faire des coupures. Et la majorité de ces pays ont coupé Internet dans des périodes électorales ou dans des situations où l'État voulait conserver cette intégrité nationale. Parce que les élections sont source de fake news, sont source de soulèvement national. Alors, pour pallier à ces débordements, ils ont jugé bon de couper l'Internet. Et en 2019, il y a 12 pays qui ont eu des Internet shutdown assez consécutifs. Et il y a le Soudan qui a eu le plus long Internet shutdown. Et on peut voir que les réseaux les plus coupés dans le monde quand il y a un Internet shutdown, c'est Facebook et WhatsApp. Et la question que je pose, quand on parle de coupure Internet, c'est vrai qu'on veut conserver, on veut éviter les fake news, mais on a vu un peu avec la crise du Covid-19 combien de fake news ont été le poumon de cette crise. Ils ont alimenté des informations, vraiment, c'était terrible. Mais est-ce que cela a soulevé la question de l'Internet shutdown? Non, on a trouvé des solutions pour pallier à ces fake news, par la sensibilisation. Alors, la coupure de l'Internet n'est pas vraiment une solution aujourd'hui à la stabilité d'un État, à l'intégrité nationale, parce qu'il va à l'encontre des principes fondamentaux de l'Internet. Mais cette question ne sera pas traitée pendant ce webinaire. C'était juste une parenthèse pour aborder notre dernier point de ce webinaire, les acteurs multiparties prenantes. Et quand on parle d'acteurs multiparties prenantes, on parle d'écosystème, et l'écosystème est un environnement où des entités interagissent. Et qu'est-ce qu'une partie prenante? Une partie prenante, c'est une personne, c'est une organisation, c'est un système qui a un intérêt dans le succès de quelque chose. Donc ici, une partie prenante pour la gouvernance de l'Internet, c'est une personne, c'est une organisation qui a un intérêt dans le succès de l'évolution de l'Internet. Et on va faire ensemble un petit exercice. On va essayer de définir ensemble les composantes de cet écosystème en construisant une voiture. Et par défaut, on a d'abord les pneus. OK? Donc, on va essayer de monter l'ossature de cette voiture qui représente ici notre écosystème numérique. Et le premier compartiment de la voiture, ce sera les standards et les normes. Donc, toutes les organisations qui traitent des standards et des normes font partie de l'écosystème numérique. On parle de l'IETF, de la World Wide Consortium, de l'I3E. On a pu voir dans l'histoire de l'Internet comment l'IETF a été un acteur très important dans l'établissement des protocoles. Et second compartiment de notre voiture, des structures qui gèrent les ressources. On parlera de l'ICANN. On a vu un peu l'ICANN. On parlera de l'IANA aujourd'hui qui est rattaché à l'ICANN. On parlera des RIR. Les RIR, c'est les registres internationaux régionaux. Et il y en a 5 répartis sur le continent, affectés à chaque continent, on peut dire ça. Et il y a les registres et les registraires. Et troisième compartiment de notre voiture, on a les organisations impliquées dans l'éducation, la communauté académique et le renforcement de capacités. Et le dernier compartiment de notre voiture, l'avant-dernier compartiment, pardon, on a les fournisseurs de services.
DNS. On a les opérateurs réseau, on a les hébergeurs, on a les points d'échange Internet. En Côte d'Ivoire, le point d'échange Internet, c'est le Civix. Je connais pour le Bénin. Le Bénin également, c'est le... Oh, j'ai oublié. Ah, désolé, j'ai oublié. Alors, petite question dans le chat. Allez, tout le monde a son chat. Quelle est la dernière composante de ma voiture? Allez, qui sait ça? Quelle est la dernière composante de ma voiture? Allez, j'ai bien dit que ma voiture, la voiture que nous avons construite représente l'écosystème Internet. On a parlé de normes de gestion, d'organisations impliquées dans l'éducation, de renforcement des capacités, d'hébergeurs, d'opérateurs et merci, le Bénin.g. Oui, on a besoin de l'essence, oui, pourquoi pas, mais quel est l'élément qui représente l'essence, si vous voulez? Quel est le dernier élément qu'on n'a pas cité dans cet écosystème? Oh là là, merveilleux! Mati Mouredé et Marley, vous avez plus 10 sur votre note. Et oui, les utilisateurs. Merveilleux. Alors, l'écosystème est complet maintenant. Donc, vous pouvez voir avec ce petit schéma, on a essayé ensemble de, comme j'ai dit, c'est un webinaire interactif, de définir ensemble les acteurs de l'écosystème. Et le dernier acteur, c'était les utilisateurs. Voilà. Et on peut aborder le point suivant de notre webinaire en parlant de cette diversité d'acteurs de l'écosystème. On peut voir sur le schéma qui s'affiche. Quand on parle de nom et d'adressage avec des processus librement accessibles, oh là là, on a l'ICANN, on a les registres, on a l'IANA. Quand on parle de développement de la politique locale, on a les gouvernements. Et vous voyez que ici, dans ce schéma qui représente l'écosystème, chaque partie, chaque entité est représentée. On voit par exemple qu'il y a certaines entités qui interagissent dans plusieurs domaines, comme l'Internet Society, qui se retrouve dans le renforcement des capacités. Il se retrouve également dans le développement de la politique locale. Il se retrouve également dans l'élaboration des normes ouvertes, quand on sait que l'Internet Society est cet organisme-là qui soutient les travaux de l'IETF. Donc, il y a toute une panoplie d'acteurs qui interagissent à la construction de l'évolution de la gestion de l'Internet. Alors, quel est ce modèle qui est appelé le modèle multipartie prenante? Alors, c'est un modèle qui demande à ce que plusieurs intervenants aient la possibilité de participer, d'avoir un impact dans les processus de discussion sur les questions de la gouvernance de l'Internet et aussi sur l'élaboration des politiques. Et ce modèle-là est accessible à tous. C'est-à-dire aujourd'hui, Malé, Mokhtar, Soro peuvent avoir accès à ce processus. Il est ouvert, il est accessible à tous. Et l'approche est ascendante. Ascendante, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui réfléchit ensemble, qui travaille ensemble. On a pu voir les différents acteurs, les différents composants de l'acteur, secteur privé, gouvernement. Ils travaillent ensemble et leurs réflexions, lorsqu'elles obtiennent un consensus, sont remontées maintenant vers le board pour implémentation. C'est différent du modèle multilatéral où les décisions viennent du haut, du DG. Je donne l'exemple, par exemple, d'une entreprise. Quand il y a des décisions dans une entreprise, c'est le DG qui prend la décision et elle est imputée à l'ensemble du personnel. C'est le modèle descendant. Mais quand on parle du modèle ascendant, ce sont les employés qui prennent des décisions, qui s'entendent sur l'élaboration de politiques et au fur et à mesure, ces politiques sont implémentées au niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle l'approche ascendante. Et on a pu voir que très bien, merci beaucoup, Mamadou. Oui, le bottom-up, anglais là, approche. Ok, j'ai essayé. Et on a pu voir que ce processus, c'est un modèle transparent et inclusif. Inclusif dans le sens où il inclut tout type de personnes, il inclut toutes les catégories, que ce soit du secteur privé, la société civile, que ce soit, il soit juriste, qu'il soit entrepreneur, qu'il soit informaticien ou pas, qu'il soit vendeur qu'elle soit infirmière. Ce processus-là inclut tout type de personnes et il est transparent.
Et il traite les personnes de manière égale parce que toutes les parties prenantes apportent le sujet sur un même pied d'égalité. Et on a pu voir que ce dialogue, ce modèle multipartie prenante est celui qui a été beaucoup adopté. Cette approche est beaucoup adoptée par les organismes, les structures qui traitent des questions de l'Internet. On pourrait parler de l'IETF, on peut parler également de l'ICANN, on peut parler des FGI, des registres régionaux qui adoptent ce processus-là pour l'élaboration de leurs politiques. En parlant de ces structures qui ouvrent la porte aux utilisateurs que nous sommes, pourquoi je prends l'exemple de ces quatre groupes? Parce que ce sont les groupes qui nous donnent aujourd'hui la possibilité en tant qu'acteurs de l'Internet, en tant qu'utilisateurs, en tant que secteur privé, de pouvoir interagir, de pouvoir contribuer à l'évolution de l'Internet. Quand on prend par exemple l'ICANN, ou encore les registres, chaque registre a ce qu'on appelle des listes, ces organismes ont ce qu'on appelle des listes de diffusion où les utilisateurs lambda peuvent interagir et donner leur avis sur des questions de politique. Il y a aussi des groupes de travail, il y a également des réunions en ligne ou des réunions en présentiel. On parlera par exemple de l'ICANN qui organise, si je ne me trompe pas, Mamadou, tu pourras me corriger. Il y a l'ICANN qui organise 3 réunions annuelles pour parler des politiques de gestion des ressources de l'Internet. Et ce sont aujourd'hui des activités, je peux dire, des processus qui sont ouverts à tous. Mais beaucoup de personnes n'y participent pas parce qu'elles n'ont pas l'information. Merci. Parce qu'elles n'ont pas l'information. Et ce genre d'activité, ce genre de webinaire que nous avons, c'est pour véhiculer un peu, c'est pour être des évangélistes, si je peux m'exprimer ce thème-là, de ces travaux-là qui sont ouverts à tous. Et pour encourager, pour faciliter la participation des utilisateurs, des personnes que nous sommes à ces processus, ces organismes-là offrent des bourses de participation. Par exemple, ICANN a un programme de bourse qu'on appelle Next Gen, qui offre des bourses de participation aux jeunes de moins de 30 ans. Il y a également des bourses de participation pour tous les âges. Il y a l'Afrique également avec son programme Afrique Fellowship qui offre également des bourses de participation à ces réunions. L'Afrique a deux réunions annuelles, si je ne me trompe pas, qui sont dans au moins un pays d'Afrique. Et l'Afrique, c'est quoi? C'est un peu ce registre. On a parlé des registres régionaux. C'est quoi les registres régionaux? Dans les attributions de l'IANA, on a pu voir que c'est cette autorité qui gérait un peu les adresses IP et les numéros ASN. Et l'IANA a fait une délégation de ces attributions aux registres régionaux répartis sur, comme on peut le voir sur la carte ici, sur toute la surface, sur tous les continents du monde. Donc, à chaque continent, un registre est affecté et il travaille en collaboration, en délégation, bien sûr, avec l'Internet, qu'est-ce que je raconte, avec l'IANA. Et pour l'Afrique, notre registre régional, c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est ce registre-là qui gère toutes les adresses IP, tous les numéros ASN, toutes les ressources IP attribuées à l'Afrique. Et l'Afrique à ce processus également multipartie, cette approche multipartie prenante, quand il s'agit des questions de gestion, de gestion politique de ces ressources. Quand on parle de PDP, par exemple, Public Department Policy, c'est une réunion, c'est une séance de travail où l'Afrique vient avec tous ces acteurs de parties prenantes définir ensemble, contribuer sur les questions de gestion des adresses IP. Par exemple, de manière très pratique, l'Afrique peut dire, il y a une proposition de politique qui dit que maintenant, un bloc d'adresses est 10 000.
OK? Et chaque partie prenante viendra dire oui, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que les blocs d'adresses soient payants. Un autre viendra dire oh non, il faudrait que les adresses soient payantes. Et chacun essayera avec des arguments de convaincre l'auditoire pour qu'on puisse arriver à un consensus. Et c'est ça le résultat de l'approche multipartie prenante. Donc, comme j'ai pu le dire, il y a plusieurs initiatives rattachées à l'Afrique. Quand on parle des FGI, on a les FGI au plan Afrique, on a l'FGI de West Africa, on a les FGI, les FGI nationaux, comme par exemple le Bénin, FGI Bénin, FGI Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire également a son initiative FGI. Et ici, il est important de retenir à la fin de ce webinaire que tous dans ce webinaire, nous sommes des acteurs de l'évolution de l'Internet. Et on peut voir sur ce slide-là que l'IETF, par exemple, il y a les listes de diffusion auxquelles vous pouvez vous abonner pour contribuer à l'élaboration des protocoles, pour contribuer à l'élaboration des normes qui régissent l'évolution de l'Internet. Il y a des groupes de travail, il y a aussi des hackathons que l'IETF organise pour travailler sur des normes ouvertes. Il y a des bourses que l'ISOC, avec l'IETF, offre à ses participants, non pas participants, je pourrais dire, à ses membres pour contribuer aux travaux de l'IETF. Il y a également l'IGF. L'IGF, vous pouvez aller sur le site du forum sur la gouvernance de l'Internet. Il y a ma collaboratrice peut-être qui mettra le lien après. De toute façon, je vous partagerai la présentation après. Mais vous pouvez aller sur le site de l'IGF, vous verrez toute la liste des NIR. Les NIR, c'est quoi? National Regional Initiative. Merci beaucoup, Mamadou. Toutes les initiatives régionales et locales des FGI. Et donc, si vous voulez rejoindre une initiative, vous verrez l'adresse email du coordonnateur de l'initiative à qui vous pouvez écrire pour dire, voilà, bien, aujourd'hui, j'ai suivi le webinaire de EBA et je veux être un acteur de l'écosystème Internet. Donc, au niveau des FGI, comme j'ai pu le dire, on a des réunions annuelles, nationales, mondiales. On a aussi des réunions, pas genre, bon, pas genre, mais pas... Bon, je veux dire qu'on a des réunions des FGI des jeunes, par exemple, voilà. Voilà, donc on a FGI des jeunes. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra après partager la liste de diffusion des FGI jeunes dans le chat ou dans le matériel que je vous enverrai à la fin du webinaire. Et ensuite, on a également les Mélinies Afriniques, dont je vous ai parlé. Et Afrinique également a une plateforme de formation, de e-learning, où ils offrent des formations pour le renforcement des capacités sur le IPv6 et tout autre, des webinaires aussi pour parler des questions rattachées à l'Internet et au registre, aux ressources IP. Et le dernier point, on a l'ICANN. l'ICANN qui est le grand patron de tout cet écosystème-là. Il y a des listes de diffusion et il y a des tonnes et des tonnes de groupes de travail. Avec l'ICANN, il y a forcément des jeunes, il y a forcément, tous les acteurs se retrouveront forcément dans un groupe de travail parce qu'il y a énormément de groupes de travail et ils sont alignés sur presque tous les objectifs qu'on parle de nom de domaine internationalisé. Ah, c'est vraiment ce mot-là me fatigue. Pardon, voilà, il y a les ASO, il y a les AFRALO, voilà, il y a plein de choses. Et aussi, il y a les bourses. Alors, pour terminer notre webinaire, avant qu'on ne passe à notre échange, notre petit cas pratique pour voir si vous avez retenu. Merci Yvette pour le partage. Si vous avez retenu dans notre présentation, on va parler de comment s'impliquer. Alors, s'impliquer, moi, je les ai résumés en 5 grandes étapes. Ce ne sont pas des étapes balisées. Voilà, c'est mon appréciation. Et la première étape pour moi, c'est de rejoindre. Rejoindre quoi? Rejoindre un chapitre, rejoindre une initiative, rejoindre un groupe de travail, rejoindre une association. Quand on a l'Internet Society aujourd'hui, par ce biais-là, par le biais de l'Internet Society, moi, j'ai la possibilité aujourd'hui de partager ce que moi j'ai appris sur la gouvernance de l'Internet. Et l'Internet Society, pour ceux qui sont membres, il y a des formations sur la gouvernance de l'Internet qui ne se résument pas seulement à ces points que j'ai traités ici. Il y a plusieurs points. Quand on parle de normes ouvertes, quand on parle de protocoles, quand on parle de fractures de l'Internet, il y a plusieurs points qui sont traités par l'Internet Society. Et rejoindre un chapitre, c'est une représentation locale
d'Internet Society dans un pays. En Côte d'Ivoire, on a un chapitre qui est le chapitre de Côte d'Ivoire. Au Bénin, on a un chapitre, j'adore le Bénin, vous comprenez. Au Cameroun, on a également un chapitre. Au Gabon, on a des chapitres. Et vous pouvez consulter la liste des chapitres sur le site de l'Internet Society, www.isoc.org. J'espère que je ne me trompe pas. Et on a les initiatives dernières, les initiatives FGI. En Côte d'Ivoire, on a l'initiative FGI Côte d'Ivoire, dont le coordonnateur, c'est Fanny Saliou. Et on a également une initiative pour les jeunes. On a des associations qui travaillent dans le domaine du numérique, comme Famétique, je citerai Famétique, mais c'est important pour vous, si vous voulez vraiment vous impliquer dans les processus en tant qu'acteur dans l'Internet, il faut que vous rejoigniez une initiative, telle qu'elle soit. Et le deuxième point, c'est de s'abonner. Vous pouvez rejoindre une initiative, mais si vous ne suivez pas les activités, vous ne contribuez pas aux activités, on ne pourra pas jauger votre impact. Et les mailing lists sont les endroits où on peut jauger votre implication dans les questions de gouvernance d'Internet. On parlera par exemple des mailing lists de l'IETF, des mailing lists de Afrique. Yvette vous partagera après les liens pour pouvoir souscrire à ces mailing lists. Et quand il y a des questions qui se posent sur les travaux des politiques, vous pouvez contribuer aussi pour dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Par exemple, un bloc d'adresse, on doit l'attribuer à tel nombre de personnes. » C'est sur les mailing lists que vous pouvez contribuer de cette manière-là. Alors, il est important que vous souscriviez à ces mailing lists, que vous abonnez à ces mailing lists. Et un deuxième point, abonnez-vous aux pages essentielles. Ce n'est pas de participer au débat politique sur ODCI. C'est une parenthèse. Mais c'est de vous abonner à ces pages-là, les pages de l'ICANN, ICANN Afrique, ICANN Monde. Vous abonnez aussi des FGI, vous abonnez aussi de l'IETF, vous abonnez aux pages des réseaux sociaux. De tous ces organismes-là qui ont des réseaux sociaux, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez suivre et ça vous donnera l'opportunité à chaque moment de voir les différentes opportunités, de voir les bourses de participation, de voir les webinaires, de voir les réunions, des ouvertures de sponsors aux réunions et de pouvoir vous y abonner, de pouvoir y participer et pourquoi pas voyager aussi, participer, changer, contribuer et puis représenter votre pays. Et le troisième point, c'est se former. C'est important. La formation continue dans ce domaine-là est très importante. Les webinaires, les SIG, c'est les c'est les écoles sur la gouvernance de l'Internet. Bien sûr, les FGI, en plus des forats, organisent également ce qu'on appelle des écoles sur la gouvernance de l'Internet qui sont ouvertes à des appels à candidature. Il y a les écoles, il y a l'école de la gouvernance de l'Internet nationale, il y a l'école de la gouvernance de l'Internet au plan ouest africain. Je pense que les séances l'appel à candidature est clos. Il y a aussi l'école de la gouvernance de l'Internet au plan continental. C'est vrai que pour le moment, côté linguistique, ce n'est pas assez inclusif parce que la majorité de ces activités se passent en anglais, mais les travaux sont en cours pour que, voilà, petit à petit, on insère le français et l'arabe, qui sont les deux langues les plus parlées encore dans l'Afrique. Mais cette inclusion linguistique-là viendra de la mobilisation de la communauté francophone. Donc, si on voit que les francophones s'intéressent de plus en plus aux questions de gouvernance d'Internet, on verra que c'est important de produire des contenus en français parce que, voilà, les statistiques ont montré que la communauté francophone n'intervient pas vraiment dans ces processus-là. Donc, il est important que nous puissions corriger cela. Et un quatrième point, c'est de participer au groupe de travail et aux hackathons. Toute activité liée à la gouvernance de l'Internet,
il faudrait que vous puissiez y participer. Pas forcément pour des résultats, mais c'est aussi pour à chaque fois sortir avec quelque chose. Moi, je dis à chaque fois que même si on ne sort pas vainqueur de quelque chose, on a quand même acquis des notions parce qu'on ne sort jamais perdant, quel que soit le résultat. On sort soit avec la réussite, soit avec l'expérience. Alors, il ne faut pas avoir peur de participer. Et le dernier point, c'est merci beaucoup. Ephraim, School of Internet Governance, SIG. Merci. Et École de la gouvernance en français. J'ai un problème avec l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Et le dernier point, c'est être le maillon suivant de cette chaîne. Donc, tout ce que vous avez appris lors des webinaires, tout ce que vous aurez à apprendre tout au long de votre voyage avec la gouvernance de l'Internet, il faut que vous soyez ces personnes qui puissent aussi les relayer aux autres. Soyez le maillon suivant de cette chaîne. Après le webinaire débat, moi aussi, j'organise un webinaire pour partager ce que j'ai appris de la gouvernance de l'Internet. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut créer ce maillon, cette chaîne de partage. Comme on l'a dit, l'un des principes de l'Internet, c'est la participation ouverte. C'est, comment on dirait, c'est le partage. Quand vous voyez la communauté technique, la communauté académique qui a fait des travaux sur l'évolution de l'Internet, ces personnes-là comme Vinton Cerf, comme John Postel, qui ont travaillé pas gratuitement, mais pour la communauté, c'est ce qu'on appelle le partage. Et c'est l'un des principes fondamentaux de l'Internet, et c'est de partager. Alors, à la suite de ce webinaire, moi, je vous encourage à être des maillons suivants de la chaîne, à partager, à contribuer de manière que vous voulez, par des webinaires, en partageant des informations, partageant les posts sur les réseaux sociaux, sur la gouvernance de l'Internet. Comment est-ce que les jeunes peuvent utiliser de manière plus significative l'Internet? Oui, pas seulement pour des blagues hilarantes, pas seulement pour faire du Congo ça, mais aussi pour aider à l'évolution. Il faudrait que la jeunesse que nous sommes, nous puissions comment je vais dire le mot, oh là, quelqu'un peut me prêter le mot. Il faudrait que nous puissions nous éduquer, nous puissions nous divertir positivement et se divertir aussi en apprenant et en contribuant et en relayant. C'est un aspect très positif de la gouvernance. De tout ce qu'un acteur de partie prenante, voilà, peut faire. Et je peux dire que c'est sur ces quelques mots que merci, la mobilisation. Merci beaucoup, Gatien. Voilà, je pense que c'est quelques mots que nous allons terminer notre webinaire. Et pour terminer, je vais faire une petite parenthèse en parlant un peu de John Postel. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Oui, par son engagement, on a pu voir dans la naissance de l'Internet que beaucoup de processus étaient informels. Il fallait un temps, il fallait beaucoup d'abnégation, il fallait beaucoup aussi de passion pour faire ce qu'il a fait. Et en 1999, l'Internet Society a décidé de décerner le prix John Postel, voilà, à toutes ces personnes qui ont de manière significative contribué à l'évolution de l'Internet. Et ce prix a commencé à être décerné en 1999 et la première personne, ça a été John Postel, bien évidemment. Et je suis contente aujourd'hui de partager ça avec vous parce que il y a 3 Africains dans le monde, waouh, qui ont reçu cette distinction assez honorifique, qui est le prix John Postel. Il y a Nikwanan, le Ghanéen Nikwanan, il y a le Burkinabé, oh là, j'espère que je ne me trompe pas, Pierre Ouedraogo, et très récemment, il y a le Béninois Alain Yana. J'espère qu'il est béninois ou il est togolais. Et c'est qu'il y a sûr, il y a Nikwanan, il y a Pierre Ouedraogo et il y a Alain Yana. Et merci beaucoup, Ramanou. Alain Yana, il est béninois, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je veux que vous soyez le prochain John Postel. Le prochain prix de John Postel pour votre contribution significative à l'évolution de l'Internet en Afrique. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai été très longue, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses pendant ce webinaire et qu'à la sortie de ce webinaire, vous serez des acteurs, vous serez des John Postel, des futurs John Postel. Et moi, je prie pour que le futur John Postel vienne de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Oh, d'accord.
Et merci beaucoup. Sur ce, on va souffler un tout petit peu. J'espère que vous avez apprécié le webinaire.